Et si le plus grand défi sanitaire de notre époque, ce n'était pas une pandémie spectaculaire, mais plutôt une menace silencieuse qui nous concerne tous? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux maladies non transmissibles, les fameuses MNT. C'est une bataille de longue haleine qui se joue vraiment au quotidien. On a tendance à penser aux virus qui font la une des journaux, mais en réalité, la plus grande bataille sanitaire de notre temps est beaucoup, beaucoup plus discrète. C'est une sorte de vague de fond, lente, insidieuse, qui est en train de redéfinir complètement notre santé. Et voilà nos 4 principaux adversaires: les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Ces affections, qui ne sont pas infectieuses, sont aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Alors qu'est-ce qui les rend si différentes et finalement si redoutables? Pour bien saisir ce que sont les MNT, le plus simple, c'est de les comparer à leurs cousines beaucoup plus connues, les maladies transmissibles. C'est une histoire de contraste et tout, absolument tout, commence par leur origine. La différence clé, elle est là, dans leur point de départ. Une maladie transmissible, c'est un peu comme un feu de paille. Il y a un agent infectieux, une étincelle, et hop, la maladie se propage à toute vitesse. À l'inverse, une maladie non transmissible, c'est plutôt un feu qui couve, qui est alimenté tout doucement par une multitude de facteurs de risque. Et bien sûr, cette différence d'origine, elle a des conséquences énormes. Une MNT, elle évolue sur des années, parfois même des dizaines d'années. Et, point vraiment crucial, sa déclaration n'est pas obligatoire, contrairement à une épidémie. Pour la santé publique, ça change tout. On ne gère plus une crise soudaine, mais une tendance de fond. Bon, maintenant, regardons un peu comment se déroule le parcours d'une MNT, mais à l'échelle d'une personne. Tout commence bien avant les premiers symptômes, avec ce qu'on appelle les facteurs de risque. Alors la toute première catégorie, ce sont les facteurs comportementaux. Là, on parle de choix, d'habitudes de vie sur lesquelles on peut agir. Le tabagisme, par exemple, reste la première cause de décès qu'on pourrait éviter. Ces facteurs, en gros, ils alimentent le feu directement. Viennent ensuite les facteurs qu'on appelle intermédiaires. Là, il s'agit d'états biologiques, qui sont souvent la conséquence directe des facteurs comportementaux. L'obésité ou l'hypertension, au début, ne sont pas des maladies en soi. Ce sont plutôt des signaux d'alarme, des braises qui deviennent de plus en plus chaudes. Et enfin, il y a les marqueurs de risque qui, eux, ne sont pas modifiables. On ne peut rien faire contre son âge, son sexe ou son héritage génétique. Attention, ils ne causent pas la maladie eux-mêmes, mais ils peuvent rendre le terrain, disons, plus ou moins inflammable. Cette progression, elle se fait en 4 actes. D'abord, on a la prédisposition. C'est la phase où les facteurs de risque s'accumulent. Après, on entre dans la phase préclinique, un très long développement silencieux de la maladie. Puis, vient la phase clinique, le moment où les symptômes apparaissent enfin. Et si rien n'est fait, on risque d'arriver à l'incapacité avec des séquelles parfois permanentes. C'est un parcours qui reste souvent totalement invisible pendant des années. Alors, on peut se demander, comment les systèmes de santé publique s'y prennent-ils pour suivre ces maladies qui évoluent si lentement et à l'échelle de populations entières? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la surveillance. Cette surveillance, elle repose sur 3 grands piliers. D'un côté, les enquêtes en population, qui permettent de mesurer la fréquence des facteurs de risque. C'est un peu comme si on prenait la température de la société. Ensuite, les registres de morbidité, qui suivent des maladies bien précises, de façon très complète, sur un territoire donné. Et enfin, les statistiques de mortalité, qui analysent les certificats de décès pour comprendre comment tout ça se termine. Chaque source nous donne une pièce différente du puzzle. Une fois qu'on a surveillé, qu'on a compris le parcours de la maladie, comment est-ce qu'on peut agir? La réponse, c'est une stratégie à plusieurs niveaux, pensée pour intervenir à chaque étape du processus. C'est ce qu'on appelle la prévention. Cette stratégie, elle s'articule en plusieurs niveaux. La prévention primaire, c'est celle qui agit en amont, sur les facteurs de risque, pour empêcher la maladie d'apparaître. La prévention secondaire, elle, utilise le dépistage pour la repérer au plus tôt, quand elle est encore silencieuse. La prévention tertiaire intervient une fois que les symptômes sont là, pour limiter les complications. Et enfin, la prévention quaternaire, qui vise à éviter les traitements inutiles ou excessifs et à garantir la meilleure qualité de vie possible. L'idée centrale derrière tout ça, c'est d'être proactif. Au lieu de se contenter de soigner, la prévention cherche à anticiper, à détecter et à accompagner à chaque étape du parcours. C'est un changement de perspective complet. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Étant donné que tant de facteurs de risque sont liés à nos comportements, mais aussi à notre environnement, où se situe la frontière entre les choix personnels et les actions collectives? C'est une réflexion qui est absolument fondamentale pour l'avenir de la santé.